Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois. Avant que l'on rentre plus en détail dans l'histoire du jour, je tiens à vous parler un petit peu de notre sponsor qui n'est autre que CyberGhost VPN. Vous savez déjà très probablement ce qu'est un VPN. Mais est-ce que vous connaissez tous les avantages dont vous pourriez bénéficier en utilisant CyberGhost? Je ne pense pas, mais ne vous en faites pas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. CyberGhost est l'un des leaders mondiaux en sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Ils ont 5 étoiles à Trustpilot, examiné par plus de 14 000 utilisateurs, et sont également l'un des VPN les plus recommandés sur de nombreux sites tels que Clubic, Presse Citron, Le Journal du Geek et bien d'autres. Leur réseau privé vous permet de débloquer plus de 35 différentes plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime, Disney ⁇ et encore plein d'autres. Vous pourrez donc par exemple profiter de Netflix US ainsi que de leur catalogue qui est beaucoup plus rempli que le catalogue français. CyberGhost VPN vous permet donc d'avoir accès à tout ce contenu sans la moindre limite. Vous naviguez donc sur Internet sans la moindre restriction et en toute sécurité. Et il est très important de savoir qu'il ne conserve pas de data ni de fichiers. Et donc avec ce VPN, vous êtes sûr que personne, y compris CyberGhost lui-même, ne pourra avoir accès à ce que vous faites en ligne. Il dispose de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays, ce qui vous assure une sécurité en tout temps. Leur application est compatible avec toutes les interfaces comme Windows, Mac, Android et bien d'autres. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils différents simultanément. Vous pouvez donc partager votre compte avec toute votre famille. Vous pouvez souscrire à un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et la présence en ligne de leurs équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Via mon lien que vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo, vous pouvez aujourd'hui bénéficier de votre abonnement à moins 85%, ce qui vous revient à 1,84€ par mois, ainsi que 4 mois offerts. 1,84€ par mois, vous avez bien entendu, oui. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus sur cette offre incroyable. Et maintenant, place à la vidéo du jour. Pour l'affaire d'aujourd'hui, si vous avez un petit cœur sensible, je vous recommande très fortement de passer votre tour sur cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Janet Marie Christiansen est née le 19 juin 1979 en Virginie, aux États-Unis. Ses parents, Val et Janet, ont en tout 10 enfants, dont elle est la 7e. Elle grandit donc entourée de ses 9 frères et sœurs au sein d'une famille de mormons et suit donc un train de vie très religieux. La famille Christiansen a toujours été très aimée par ses voisins et amis, tout d'abord parce qu'ils sont une grande famille, très unie et très proche, mais aussi parce que les enfants sont tous très polie et très bien élevée. Janet est une enfant très réservée mais aussi très passionnée. Elle se découvrira d'ailleurs très jeune une passion pour l'art et pour le sport. Elle passe alors une grande partie de son enfance à dessiner et au début de son adolescence découvrira le football qui deviendra une vraie révélation pour elle. En grandissant, elle continue donc de pratiquer le football en club et c'est d'ailleurs sur le terrain de foot de l'université de Southern Virginia en août 1998 qu'elle fait la rencontre d'un jeune garçon de son âge nommé Raven Abaroa. L'université en question est une université religieuse et tous deux partagent d'ailleurs ce point commun de venir de familles de mormons. Raven n'a pas autant de frères et sœurs que Janet, mais partage néanmoins une relation très fusionnelle avec ses parents. Janet avait déjà un petit ami lors de sa rencontre avec Raven, mais tous deux tombent totalement fous amoureux l'un de l'autre, presque immédiatement, et elle décide alors de rompre avec son petit ami de l'époque, et entame donc une relation amoureuse avec Raven. Ils obtiennent ensuite leur diplôme de fin d'études et ne perdent pas de temps après cela pour officialiser leur relation, car 2 années après leur rencontre, soit en août de l'année 2000, ils se marient au temple mormon de Washington DC. Janet est alors aux anges. Et ce, malgré les doutes de sa famille concernant le sérieux de Raven.
Ces derniers le soupçonnent de cacher quelque chose, d'avoir toujours un air suspect et ne lui font pas entièrement confiance. Ils aborderont d'ailleurs le sujet avec Janet avant son union et ce à plusieurs reprises, mais cette dernière, complètement aveuglée par ses sentiments, n'en tiendra pas rigueur. Après leur mariage, le couple emménage dans la ville de Southfield en Virginie, mais n'y restera que très peu de temps car à la suite d'une offre d'emploi, ils quittent leur Virginie natale pour aller s'installer à Durham en Caroline du Nord où ils entament enfin leur vie de couple marié. Au début, tout s'y passe plutôt bien. Les amis du couple sont même très jaloux de leur relation presque parfaite. Et je dis bien presque parfaite. Car en 2003, Janet apprend avec stupeur de la bouche de son mari que ce dernier la trompe depuis déjà plusieurs mois et souhaite mettre fin à leur mariage. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques jours seulement après avoir appris cette triste nouvelle, Janet découvre qu'elle est enceinte. Lorsque Raven apprend cette nouvelle, il change totalement de discours, il s'excuse auprès de sa femme, la supplie de bien vouloir lui pardonner, en lui expliquant qu'à ses yeux, elle est la seule et unique, et que ces petites escapades ne se reproduiraient plus. Janet est à ce moment-là complètement perdue et ne sait pas quoi faire. Elle décide alors de se confier à ses sœurs pour leur parler de l'angoisse extrême qu'elle ressent de devenir une mère célibataire. Ces dernières lui recommandent alors de quitter Raven et lui assurent qu'elle serait toujours là et toujours présente pour la soutenir dès qu'elle en aurait besoin. Mais malgré cela, Janet prend tout de même la décision de pardonner à Raven et de se réconcilier avec lui. Le 17 octobre 2004, leur fils Kaiden vient au monde. Le couple est alors comblé de joie et retrouve son apparence de couple parfait. En apparence toujours, car en réalité Janet n'avait jamais été capable de réellement pardonner à Raven ses infidélités et une certaine distance existait toujours entre deux. Après quelques mois, des problèmes financiers viennent s'ajouter aux tensions déjà très palpables chez les Zabaroa. À ce moment-là, tous deux travaillent dans la même entreprise, une compagnie de vêtements et accessoires de sport appelée Sports Endeavor. Et après des mois de galère à payer leur loyer, Raven prend la décision de voler de l'argent directement dans la caisse du magasin et de se faire livrer des équipements sportifs depuis son travail à son adresse personnelle sans payer les produits et sous une fausse identité pour ensuite les revendre et se faire de l'argent. En mars 2005, il est néanmoins pris la main dans le sac et se fait poursuivre en justice par la compagnie pour cela. Il plaide alors coupable aux 5 chefs d'accusation de détournement de fonds dont il est accusé et par miracle échappe à la case prison. Janet, qui elle de son côté n'avait pas la moindre idée du plan de son mari pour voler de l'argent, était absolument morte de honte et décide alors de quitter son emploi. Les choses vont à ce moment-là de plus en plus mal au sein du couple et malheureusement, le pire est encore à venir. Le 26 avril 2005 démarre comme une journée tout à fait normale. Sur les coups de 20h, Raven se rend à un terrain de foot non loin de chez lui pour jouer avec des amis. Pendant ce temps-là, Janet est restée à la maison où elle était déjà partie se coucher car elle était extrêmement fatiguée. Car surprise, elle était à ce moment-là enceinte de son 2e enfant. Raven rentre ce soir-là aux alentours de 22h. Il ouvre alors la porte de la maison familiale et découvre que cette dernière est plongée dans le noir complet. Il s'approche du lit conjugal et découvre le corps de Janet, recroquevillée sur elle-même et entourée d'une mare de sang. Elle avait malheureusement perdu la vie. Elle n'avait que 25 ans et son fils dormait dans la chambre juste à côté de la sienne. Raven contacte immédiatement les urgences et au téléphone semble complètement paniqué et désespéré. Il explique à l'opérateur téléphonique que Janet est probablement déjà morte. Elle ne respire plus et son visage est entièrement bleu, tandis que ses yeux sont grands ouverts. Il ajoute aussi que d'après lui, elle serait morte après s'être fait tirer dessus. La police arrive très rapidement sur place et découvre que Janet ne s'est pas fait tirer dessus comme Raven le pensait, mais s'est fait poignarder à de nombreuses reprises par un objet tranchant qui pourrait très probablement être un couteau. Plusieurs coups avaient été donnés au niveau de la gorge ainsi que d'autres dans l'estomac. Et je rappelle qu'à ce moment-là, elle était enceinte. Les policiers remarquent alors que l'un des couteaux de la collection de couteaux de Raven a disparu. Il est donc très probable que l'agresseur se soit servi de ce dernier pour mettre fin au jour de Janet. L'ordinateur portable de Raven a lui aussi disparu, mais en dehors de ça, rien ne semble sortir de l'ordinaire ni avoir disparu du domicile. Des traces de pas sont retrouvées sur le tapis de la chambre principale, ainsi que des empreintes de doigts sur les fenêtres, ce qui d'après les officiers de police va énormément aider à faire avancer l'enquête.
La thèse du cambriolage ayant mal tourné est à éliminer. Tout d'abord car le sac à main de Janet était toujours présent et contenait son porte-monnaie ainsi que ses cartes de crédit et son argent liquide. Mais en plus de cela, aucune entrée forcée n'a été faite. Les portes et fenêtres étaient intactes et la porte d'entrée principale était même verrouillée de l'intérieur. Deux théories sont alors possibles. Soit Janet connaissait son agresseur et l'aurait laissé entrer, soit ce dernier possédait une clé du domicile et serait entré de lui-même. Bien sûr, Raven est le suspect principal dans cette affaire et est interrogé à de nombreuses reprises, mais aucune preuve l'incriminant ne fut retrouvée. Après une série de tests, il est même découvert que les empreintes de pas et les empreintes digitales retrouvées au domicile ne lui appartiennent pas. Il est donc très rapidement éliminé du radar des policiers qui continuent de leur côté à chercher la trace du coupable. Raven participe ensuite à des interviews et durant l'une d'entre elles, il est d'ailleurs aperçu les larmes aux yeux, presque en train de sangloter, et explique ne pas comprendre comment quelqu'un a pu s'introduire chez lui et enlever la vie à sa femme qu'il aimait tant d'une façon aussi violente et sans le moindre motif. Il explique être totalement traumatisé depuis le moment où il a posé les yeux sur le corps sans vie de Janet et essayer tant bien que mal chaque jour d'éliminer cette image de son esprit pour pouvoir reprendre le train d'une vie normale. 4 jours seulement après le décès de Janet, Raven et son fils font leur bagage pour partir en direction de Salt Lake City, dans l'Utah, où une partie de sa famille vit. Pour certains, ceci était très compréhensible. Après tout, il venait de vivre un événement traumatisant et continuer d'élever son fils dans le domicile où le corps de sa femme avait été retrouvé sans vie était quelque chose de plutôt compliqué. Pour d'autres, par contre, et notamment la famille de Janet, qui à ce moment-là est toujours en plein deuil, ceci est très suspicieux. Ces derniers essaient à ce moment-là d'aider la police aussi bien qu'ils le peuvent pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à Janet et lui rendre justice. Ils vivent alors le déménagement de Raven comme un abandon. Mais ce qu'ils ont le plus de mal à digérer est le fait que juste avant l'enterrement de Janet, Raven a été surpris en train de passer un coup de téléphone à l'assurance vie de sa femme pour s'assurer que la totalité des fonds lui reviendrait. Le montant total de l'assurance vie de Janet s'élevait à ce moment-là à plus de 500 000 $. Le timing est plutôt étrange, on ne va pas se mentir. Ils étaient en train de vivre un des moments les plus compliqués de leur vie et croulaient sous les dettes. Et c'est comme par hasard à ce moment-là que Janet est retrouvée sans vie et que Raven se retrouve avec un demi-million de dollars dans les poches. On va lui laisser le bénéfice du doute, mais tout de même, le timing est très étrange. Raven semble bien se plaire à Salt Lake City, surtout qu'il y était très bien entouré. Sur place, il y a fait la rencontre de la jeune Vanessa Pond, une mère célibataire dont la fille allait à la même garderie que Kayden. Raven a tout de suite confié à Vanessa ce qui était arrivé à sa femme, mais avait aussi très fortement insisté sur le fait qu'il n'était absolument pas un suspect dans l'enquête et qu'il avait même été complètement éliminé de la liste des suspects. Vanessa fut bien évidemment touchée par la situation très compliquée de Raven et ceci les rapprocha plus encore. Ils emménagent alors très rapidement ensemble et plus rapidement encore prennent la décision de se marier. L'affaire étant à ce moment-là toujours en cours, Vanessa se retrouve au milieu de cet afflux médiatique et se voit même questionnée concernant sa relation avec Raven et à savoir si ce dernier lui avait peut-être confessé quelque chose. Elle nia le tout et affirma que Raven était une victime dans cette affaire et souffrait énormément de ce qui s'était passé. Ce qu'elle ne savait pas par contre, c'est que Raven n'avait jamais été complètement éliminé de la liste des suspects. Bien au contraire, plus le temps passait et plus les suspicions concernant son implication dans le meurtre ne faisaient qu'augmenter. Et la famille de Janet elle-même n'avait aucun doute sur le fait qu'il avait joué une part très importante dans la disparition de leur fille. L'union entre Raven et Vanessa ne dura pas bien longtemps, car après seulement 2 mois, le tempérament et le comportement de Raven changent complètement, et il commence à devenir extrêmement abusif envers elle, aussi bien physiquement que mentalement. Il la manipule en lui faisant croire qu'elle n'est pas assez bien pour lui, et qu'elle mérite les nombreux coups qu'il lui inflige chaque jour. Après 6 mois de torture, Vanessa fait une demande de divorce, et le couple se sépare. À la suite du divorce, elle fera plusieurs apparitions médiatiques, lors desquelles elle avouera penser de plus en plus que Raven avait bel et bien tué Janet, de par son attitude extrêmement violente et imprévisible.
Les années passent et l'affaire Janet Abaroa reste dans le flou le plus total, et ce jusqu'à ce qu'un nouveau détective décide de prendre en charge l'enquête. Charles Saul, un détective de la police de Durham, se retrouve donc au milieu de cette affaire très compliquée et dès le premier jour, il déclare, et je cite, « Raven n'a jamais été très bon pour mentir et je vais le prouver ». Il reprend alors l'enquête dès le début et commence par analyser les indices et photos de la scène de crime. Il fut immédiatement interpellé par l'une de ces photos qui avait été prise dans la chambre de Janet, là où son corps avait été retrouvé. Il remarque alors des ustensiles ainsi qu'une boîte pour lentilles de contact posée sur la commode se trouvant à côté du lit. Le couvercle de la boîte avait été retiré et cette dernière était complètement vide, ce qui d'après lui signifiait que Janet n'avait pas retiré ses lentilles de contact à ce moment-là et donc ne dormait très probablement pas comme l'avait affirmé Raven. Ce dernier avait confié à la police que sa femme dormait déjà paisiblement sur les coups de 20 heures lorsqu'il était parti pour sa partie de football. Mais d'après Charles, ceci n'était qu'un mensonge de plus, car personne ne dort avec ses lentilles de contact, et encore moins quelqu'un qui garde à portée de main la boîte de rangement pour ces dernières. Il décide alors de demander une autopsie pour vérifier si les lentilles de contact sont toujours présentes sur le corps de Janet, et ces dernières étaient bien là. Raven, lorsqu'il apprit cela, et surtout le fait qu'une autopsie avait été réalisée et que l'enquête était repartie de plus belle, était totalement désespéré. Le détective Charles Saul décide alors de contacter lui-même Raven et de l'informer de ses découvertes. Il n'hésite pas ensuite à lui dire que les lentilles de contact ne sont que la première incohérence dans son histoire et qu'il en trouvera rapidement bien d'autres. Parmi les nombreuses affaires retrouvées chez les Abaroa furent retrouvés de nombreux CD. Vous vous souvenez, j'ai mentionné précédemment que l'ordinateur portable de Raven avait disparu lors de l'agression. Eh bien, sachez que sur ces CD se trouvait une sauvegarde de tout ce que l'ordinateur comprenait. Cette sauvegarde avait été réalisée par Raven, il l'avait lui-même avoué, mais ce qui était très étrange était la date de cette sauvegarde, qui se trouvait être le 25 avril 2005, soit exactement un jour avant le meurtre de Janet. Aucun doute pour Charles, ceci était une preuve de plus que Raven avait bel et bien prémédité le meurtre de Janet. Un autre indice très étrange fut retrouvé. Le 26 avril 2005, alors que Raven quittait sa partie de football pour retourner au domicile familial, il est aperçu sur les vidéosurveillances d'une épicerie quelques minutes seulement avant de rentrer chez lui. On le voit alors porter un sweatshirt apparemment blanc et sans motif particulier. Cependant, quelques heures plus tard, lorsque la police arrive à son domicile, ce dernier portait un sweatshirt complètement différent, ce qui laisse à penser qu'il s'était très probablement changé entre-temps. Alors oui, il est tout à fait possible qu'il ait changé de sweatshirt dans sa voiture ou alors même en rentrant chez lui avant de découvrir le corps. Mais tout de même, ceci reste une incohérence de plus pour les policiers et notamment pour Charles Saul qui décide alors de procéder à l'arrestation de Raven en février 2010. Ce jour-là, Raven s'était laissé embarquer par la police sans montrer la moindre résistance et avec un air de culpabilité sur le visage. Son procès était prévu pour 2013 et autant vous dire qu'il était très attendu, car de nombreuses femmes de son passé, et notamment Vanessa, comptaient apparaître à la barre. Ces maîtresses prirent alors la parole l'une après l'autre et toutes avaient le même discours concernant le tempérament extrêmement violent et abusif de Raven. Quand vint le tour de Vanessa, cette dernière, très fragile et en pleurs, partagea avec difficulté le souvenir d'un soir où Raven l'avait physiquement agressée en lui affirmant qu'il serait capable de la tuer et qu'il n'aurait absolument aucun remords pour cela. La famille de Janet, qui était aussi sur place, a dévoilé une grande partie des agressions dont cette dernière avait été victime durant son mariage avec Raven. La défense de son côté mettra en avant les empreintes de pas et de doigts retrouvées au domicile familial et qui n'appartenaient aucunement à Raven. Ils affirmeront d'ailleurs qu'au lieu de condamner un homme innocent, la police ferait mieux de se concentrer sur ces indices et d'essayer de découvrir qui était le réel tueur. D'un côté, ils n'ont pas totalement tort. Mais quand on y pense, Raven s'est tout de même empressé d'encaisser l'argent de l'assurance vie de sa femme seulement quelques jours après sa mort. Ce qui, on ne va pas se mentir, est vraiment étrange. Et on le sait tous, l'argent pousse au crime. Bref, le procès dura un total de 5 semaines, à la fin desquelles le juré fut absolument incapable de prendre une décision quant au verdict. Le juge prit alors lui-même la décision de repousser le procès à l'année qui suivit.
En 2004 donc, alors que le procès est sur le point de démarrer, Raven, à la grande surprise de tout le monde, se lève et déclare ne pas être le coupable, mais ne pas vouloir repasser par un second procès et prendre la chance de recevoir une peine capitale. Il explique qu'il préfère encore prendre la décision de lui-même de se rendre en prison en prétendant être le coupable, mais insiste bien sur le fait qu'il n'est pas le coupable. Il reçoit comme peine entre 8 et 10 ans de prison, mais sera libéré en 2017 après avoir servi un total de 7 ans et 10 mois si l'on compte les années passées derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Raven Abaroa est donc aujourd'hui un homme libre et continue de nier fermement avoir quoi que ce soit à voir dans le meurtre de sa femme. Malheureusement, je n'ai pas été capable d'avoir plus d'informations concernant son fils Caden, à savoir s'il avait peut-être été pris en charge dans une famille d'accueil ou par ses grands-parents. Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Voilà donc tout ce que l'on sait à ce jour sur l'affaire de Raven Abaroa et le meurtre de son épouse Janet Abaroa, qui n'est finalement pas totalement résolu. J'espère avoir pu vous faire découvrir ou redécouvrir cette affaire. N'hésitez pas à me laisser vos avis et opinions en commentaire. Merci comme toujours d'avoir été présent et n'oubliez pas, si ça n'a pas encore été fait, d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un énorme merci à CyberGhost VPN d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous rendre dans le lien qui se trouve en description pour en apprendre un peu plus sur cette offre à 1,84€ seulement par mois. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!